Qu'est-ce qu'on nous avait promis qu'on allait être en tant que femme entre 30 et 40 ans ? Notre construction de vie à 35 ans, elle est aboutie ou elle est au bon endroit si on est parent et si on est marié. Le milieu de la musique pop, est-ce que c'est un milieu compétitif entre femmes ? Les peu de fois où j'ai pu vivre, j'ai ressenti tout sauf de la sororité. Laurie Darmon est dans le studio, mesdames, messieurs. Près de 200 millions de streams sur toutes les plateformes cumulées, j'ai envie de te dire. 300 millions ? Finalement, 300 millions. Ça commence un peu au hasard dans une soirée. Est-ce qu'on a besoin de souffrir pour écrire ? Moi, ce qui me fait écrire, c'est les choses qui me transpercent. À 16 ans, suite à un chagrin d'amitié qui m'a dévastée, j'ai commencé à écrire des chansons. Comment on sait, quand on est adolescente, que ce qu'on ressent pour une autre fille n'est pas de l'amour mais de l'amitié, ou alors est de l'amour et pas de l'amitié ? Est-ce qu'on t'a déjà fait un coup bas, un vol de chansons ? Ça m'est arrivé, ouais. Entre femmes. De quelle oreille on nous parle-t-elle ? La jolie dame au souvenir. Quand elle raconte sa jeunesse sur le vieux port d'Alexandrie. Avant de commencer ce podcast, je voulais remercier le sponsor de cette vidéo, Adam et Ève. Adam et Ève, c'est la boutique en ligne de jouets pour adultes, fun, badass et complètement décomplexés. Ils ont toutes les grandes marques, Womanizer, Lelo, mais surtout, ils viennent de lancer leur nouvelle collection. Des produits incroyables, aux couleurs vives, au design doux et épuré, et tout ça à moins de 40 €. C'est idéal pour débuter, pour se faire plaisir, pour faire plaisir et surtout à des prix hyper abordables. Et comme on vous aime très fort, vous avez évidemment un code promo. Avec le code JULIA15, vous avez moins 15% sur tout le site, des 50 € d'achat sur tout le mois de juin 2026. Ah, l'été, c'est quand même la saison du plaisir, non ? Rendez-vous sur adameteve.fr. Bienvenue les amis dans ce nouvel épisode de Conversation avant la fin du monde, un peu particulier. Là vous êtes en train de vous demander mais où est-ce que je tourne en fait finalement ? Pourquoi je suis dans ce studio magnifique ? Je suis chez Apple Podcast les amis. Ils ont lancé un concept exceptionnel qui s'appelle En Résidence. En Résidence, c'est une initiative de Apple pour mettre en avant les créateurs et les créatrices du monde de la culture. Et quoi de mieux pour célébrer la culture que de célébrer la musique ? Et qui dit musique, qui dit Julia, qui dit ma meilleure pote, dit Laurie Darmon, bonjour. Salut, bonjour. Bonjour ma Laurie. Bonjour. Tellement heureuse d'être avec toi. Oui. J'ai juste un truc à dire avant de présenter Laurie, c'est que tout le podcast, vous allez être peut-être un peu dérangé par ma manière de parler, puisque je viens de me faire opérer des dents de sagesse. Écoutez, pour vous prouver que c'est la vérité, je vous ai ramené une de mes dents de sagesse. Donc vraiment, c'est dégueulasse ce que je suis en train de faire. Je le sais, mais je suis obligée de vous le prouver parce que j'ai mal et donc je ne peux pas tout à fait hurler de rire ou être dans des expressions de visage folles. Mais en tout cas, je suis tellement heureuse d'être avec toi, ma Laurie. Moi aussi. Laurie Darmon, qu'est-ce que c'est ? C'est 300 millions de streams sur les plateformes toutes confondues. C'est 2 milliards de streams sur TikTok et Instagram. C'est des chansons à 50 millions de streams. C'est une carrière de 10 ans. C'est ma meilleure pote. C'est une des plus grandes autrices de musique française. C'est Laurie Darmon. Oh, merci. C'est trop mignon. Merci Julia. Voilà, j'ai envie de te dire, ok, donc ça c'est bien. Laurie, on va pas mentir aux gens. On va leur dire la vérité. On est amis depuis 6-7 ans, je crois. C'est ça. Ouais. Je crois même que le podcast Conversation avant la fin du monde, on était en vacances ensemble quand j'étais sur le point de le sortir, ou en tout cas quand je l'imaginais. Tu t'en rappelles ? Ah oui, bien sûr, je m'en rappelle. On était en Guadeloupe, dans la mer, et j'étais en mode, mais comment je vais appeler ce podcast ? Je sais pas. Il y avait ce nom-là, il y avait d'autres possibilités, t'hésitais. Il y avait un nom, je me rappelle, je crois que c'était genre siècle 21, ou un truc comme ça. Mais je crois que c'est enfants du siècle. Oui, les enfants du siècle. Ouais. Je voulais appeler ça les enfants du siècle de base. Ouais. Mais je trouvais ça un peu poussiéreux, un peu. C'est très bien, Conversation à la fin du monde. Donc voilà, on fait enfin un épisode ensemble. Magnifique. C'est génial. Ouais, trop bien. Laurie Darmon, vous la connaissez évidemment pour ce hit exceptionnel. Ça commence un peu au hasard dans une soirée qui s'éternise. Minuit passé, il fait tout. Cette danse. Vous la connaissez aussi pour De quel Orient nous parle-t-elle ? La jolie dame au souvenir. Mais elle revient avec cette chanson. T'aimer sans penser à demain. La liberté au creux de mes reins. Ne pas appréhender le chemin. Me balader sur le destin. Tu sais que je l'écoute en boucle ou pas ? Ah, ça me fait très plaisir. Exceptionnelle cette nouvelle chanson, je te le dis. Je veux, incroyable.
ça me tue d'être dans un studio avec des casques et des micros parce que je me prends tout de suite pour une animatrice énergie. J'adore ce délire. Ça te va très bien. Laurie, comment ça va ? Bah ça va bien, ça va très bien. Je suis ravie d'être là. Bien sûr. J'adore l'idée de me faire interviewer par toi. Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'on le dise quand même, les choses. Laurie et moi, on est meilleures amies dans la vie. Et je ne pouvais pas plus célébrer la musique qu'avec toi. Tu es mon amie, certes, très intime, mais tu es aussi une artiste que j'admire profondément. Tu es une de mes chanteuses préférées. Donc j'ai la chance quand même d'être très amie, enfin meilleures amies, avec une de mes artistes préférées, celle qui a su raconter ma génération comme personne depuis maintenant 10 ans de carrière. Enfin, tu as fêté tes 10 ans de carrière l'année dernière avec un album justement anniversaire qui s'appelle 10 et là tu reviens avec des chansons, avec un nouveau single qui s'appelle Je veux et un album bientôt pour l'année prochaine. Est-ce que c'est spoilé que de le dire ? Oui. Ok, super, génial. On va commencer ce podcast par débunker, s'il vous plaît, une fake news monumentale. Est-ce que tu peux dire enfin à l'humanité que tu n'es pas la fille de Gérard Darmon ? Tout à fait, je peux totalement vous confirmer que je ne suis pas la fille de Gérard Darmon et que je n'ai aucun lien de parenté avec lui. Voilà, c'est tout. Mais on te pose souvent cette question, c'est quand même nimp. Alors on me la pose pas, on affirme. On le dit quoi. Que je suis sa fille. C'est hilarant. Encore autre chose. Aucun rapport. Moi je connais les parents de Laurie. Il n'y a pas de Gérard Darmon qui est dans la lignée. On connaît la fille de Gérard Darmon. En revanche, Sarah, on l'embrasse très très fort. Bien sûr. Laurie, tu es une jeune femme de 35 ans. Ma première question, c'est une question que je pose aussi un peu à tous mes invités par rapport à leur âge. Moi, j'aime beaucoup parler de l'âge, surtout des artistes. Qu'est-ce qu'une femme de 35 ans traverse ? Alors, je pense que c'est un âge où on se fait un peu un bilan, un petit peu un bilan malgré soi. C'est-à-dire pas vraiment en le choisissant, mais en se demandant où on en est par rapport à là où on pensait qu'on en serait. Et c'est un petit peu un âge où il y a les désillusions, je trouve, par rapport à ce qu'on projette quand on est plus jeune. Mais ces désillusions s'accompagnent aussi de plein d'autres belles choses. Et je pense qu'on se rend compte, enfin moi en tout cas je le vis comme ça, on se rend compte que la vie est très différente de celle qu'on imagine, surtout quand on est des enfants comme toi et moi nés dans les années 90 et qu'on a nourri nos idéaux et les projections qu'on se faisait à partir d'une époque qui est révolue. Donc nécessairement, le timing, les choses qu'on pouvait désirer quand on était plus jeune et qu'on pensait être les choses normales, le fait de la manière normale de réussir sa vie, etc., ont bougé, ne sont plus comme ça. Et les lignes ont bougé. Et donc moi, en tout cas, c'est le constat que je fais tous les jours. Me rendre compte que je ne suis pas exactement là où je pensais en être à cet âge-là sur un plan personnel. Par ailleurs, il y a plein d'autres belles choses qui se passent, justement. Justement, les belles choses dont tu fais allusion, à mon avis, c'est des thèmes qui vont apparaître dans le prochain album. De toute façon, si tu sors un single, c'est qu'il va y avoir un album. Et en fait, la France entière réclame un album. Donc j'ai envie de te dire que voilà. Quels sont les thèmes qui vont être abordés dans ce prochain album, justement, de ce passage entre la trentaine et la quarantaine ? Cette période de vie là. Justement, un peu ces thèmes-là sur les doutes, les désillusions, les espoirs, l'envie, enfin les envies qui évoluent, les désirs qui sont différents, la saveur des choses qui change et qui fait naître d'autres plaisirs, une autre temporalité. Mais aussi, voilà, toutes ces questions qu'on se pose, ces doutes qu'on traverse, cette horloge biologique qu'on entend tourner quand on est une femme. Et ces changements, je trouve que l'époque en tout cas, a changé. Et voilà, je pense que ça raconte, on va dire, les envies d'une femme et même de toute personne des années 90 confrontée au monde de 2026. Voilà. Tu disais que, là tu as 35 ans, tu disais que tu pouvais avoir des désillusions sur ce que tu es à 35 ans, ce que tu espérais être à 35 ans quand tu étais adolescente, et ce que la société aussi, je pense beaucoup, préfabriquait comme idée reçue pour les femmes. Quelles sont tes désillusions ? Qu'est-ce que tu traverses ? Parce qu'en fait, je trouve que c'est intéressant de les nommer parce qu'en réalité, on traverse toutes les mêmes choses. Oui, toutes les filles de notre génération, de notre âge. Traverse exactement les mêmes désillusions de ce qu'on nous avait promis qu'on allait être. Qu'est-ce qu'on nous avait promis qu'on allait être en tant que femme de entre 30 et 40 ans, ouais.
Je pense qu'il y a, de manière très très simple et très basique, l'idée d'être déjà maman, déjà mariée, très installée. Et voilà, c'est déjà rien que ça en fait. C'est dans la construction de vie qu'on se dit que si on n'a pas ça, enfin on a été éduqué comme ça, on s'est éduqué comme ça aussi. En tout cas, voilà, c'est comme ça qu'on a formé je trouve, notre esprit quand on était plus jeune. C'est que notre construction de vie à 35 ans, elle est aboutie ou elle est au bon endroit si on est parent et si on est marié. Donc nécessairement, quand c'est pas le cas, je pense que on vit, en tout cas moi je le vis comme ça et je pense que je suis pas la seule, on vit un petit peu des bouleversements, des doutes, des questionnements, voilà, une sensation de retard. Et paradoxalement, je pense que si on a l'occasion de foncer pour accomplir ces choses-là, on n'y va pas, on réfléchit à deux fois, on n'y va pas non plus à tout prix en fait. Donc voilà, parce que je pense qu'on tient aussi à ce que ça ait de la saveur, à ce que ça ait du sens. Je trouve que c'est ce qui est intéressant dans notre époque, c'est qu'on met beaucoup plus l'accent sur le sens des choses et non pas l'automatisme pour cocher les cases. Il y a une sublime chanson que tu as écrite sur ce thème-là qui, moi, m'a touchée particulièrement, c'est « Je vais passer l'âge ». Dis que je vais passer l'âge, si c'est pas maintenant, qu'il n'y aura pas de visage pour m'appeler maman. Que c'est dommage de perdre son temps. On n'imagine pas ce que je ressens. Cette chanson, tout le groupe de copines évidemment, parce qu'on était proches, etc. Mais je crois que n'importe quelle femme qui écoute cette chanson résonne extrêmement profondément. Qu'est-ce que tu traversais à ce moment-là de l'écriture de cette chanson ? Je sais que c'était il y a 1 an et demi. Comment ça t'est venu ? Effectivement, alors je l'ai écrite il y a 2-3 ans. Je traversais surtout une forme de colère parce que j'avais cette sensation que j'étais regardée presque bizarrement parce que ou avec une forme de regret, de tristesse pour moi parce que j'étais pas mère. Et en fait, je pense que on n'a pas besoin de ces regards-là, on n'a pas besoin de ces injonctions-là. Personne ne devrait nous le rappeler, en fait. Déjà, chaque femme est libre de faire le choix de la maternité ou non, déjà, premièrement. Mais en plus de ça, si une femme désire être mère, ou en tout cas, ça fait partie de ses envies, c'est déjà assez lourd à porter potentiellement quand c'est pas encore le cas. Et donc, voilà, c'était un peu une chanson que j'ai écrite en réponse à des regards peut-être même familiers, qui venaient peut-être même de ma famille, etc. Mais ou en tout cas d'une société que je sentais braquer sur moi, mais à travers moi, évidemment, les femmes qui étaient dans ma situation, qui avaient plus de 30 ans, qui n'avaient pas d'enfants. Et voilà, donc ça m'a permis de me libérer un peu de quelque chose, aussi peut-être d'une certaine manière de dire, sans le faire par une conversation qui pouvait partir dans la colère, etc., mais de le dire d'une autre manière, ne m'en parlez pas, ne me regardez pas comme ça. Et d'ailleurs, ça a un peu changé autour de moi après ça. Mais moi, ça m'a surtout fait du bien. Et puis, je me suis dit aussi que peut-être effectivement d'autres femmes pourraient se reconnaître à travers ça. Voilà, je pense qu'on n'a pas besoin. On entend très bien l'horloge biologique qui tourne, c'est bon. Je crois qu'il y a une chanson du prochain album qui justement parle de l'horloge biologique. Moi, personnellement, c'est un sujet que je traverse là, dans ma vie de femme de 32 ans. C'est un sujet, toi, qui marque beaucoup de tes chansons, je pense. T'es une des chanteuses, je trouve, qui raconte le mieux notre génération. T'as commencé extrêmement jeune. Est-ce que tu peux nous raconter, parce que tu sais, toutes les petites filles qui disent « je vais être chanteuse plus tard », toi, t'as vraiment suivi ce rêve-là, t'as réussi. Est-ce que tu peux nous raconter ce moment de l'adolescence où tu décides d'écrire des chansons? Comment ça se passait? Alors, petite, en tout cas, je ne formulais pas du tout que je voulais être chanteuse. Je chantais,
c'est vrai. Et j'avais d'ailleurs fait l'école des fans. Mais je formulais pas l'envie d'être chanteuse. J'étais plutôt très studieuse, bonne à l'école. J'aimais bien les maths, le français, enfin bref, un peu tout. Donc voilà, je pensais pas du tout lâcher tout ça, tout ce monde-là. Et en fait, à 16 ans, suite à un chagrin d'amitié qui m'a genre dévastée, j'ai commencé à écrire des chansons. Mes parents m'avaient offert une guitare. Moi, ça faisait déjà 10 ans que je faisais du piano, mais le piano, comme je connaissais très bien l'instrument, je n'arrivais pas à me perdre dessus. Et en fait, ils m'ont offert une guitare. Je ne savais pas vraiment jouer de guitare, du tout même. Donc, j'arrivais à me perdre et donc j'ai composé comme ça ma première chanson qui s'appelle Rupture. Et puis, j'ai écrit des paroles, etc. Et puis, en fait, c'est devenu comme un médicament suite à ce chagrin et puis des états d'âme qu'on a tous quand on est adolescent. En tout cas, moi, j'étais une adolescente très, très cérébrale, très pensive. Et donc, ça me permettait d'extérioriser tout ça. Et du coup, à ce moment-là, c'est vrai que déjà, la question, c'est pas concrètement posée. J'obtenais mon bac, etc. Je me destinais à des études de droit. Mais elle m'a traversée. Parce que je commençais à sentir que j'avais quand même envie d'être sur scène. Je faisais un peu des concerts dans les bars, des trucs comme ça. Mais bon, je continuais mes études de droit. Et puis, à un moment donné, en fait, ce qui a vraiment fait que j'ai pris cette décision, c'est que mon corps m'y a obligée, puisque j'ai commencé une anorexie mentale qui s'est affirmée de plus en plus fort à mesure que je ne suivais pas cette voie, à mesure que je poursuivais la voie des études et que j'essayais vraiment de persévérer dans le droit, que par ailleurs j'aimais beaucoup, hein, mais l'anorexie mentale s'est vraiment développée et donc j'ai commencé une thérapie, une psychanalyse, et pendant la psychanalyse, j'ai compris que en fait, à mesure que je ne prendrais pas ma place à moi dans le monde, je ne prendrais pas de place physiquement. Et c'était ça qui était en train de se passer. Donc mon corps a réagi un peu comme un sauveur, presque, parce que évidemment c'est une maladie très grave et très compliquée et dont on ne sort pas toujours. Donc voilà, mais là j'ai compris ce qui se passait et puis j'ai été très bien aidée, notamment par cette psychanalyste. Et du coup, petit à petit, j'ai réussi à accepter l'idée de lâcher mes études, de me lancer dans la musique. C'était déjà mon premier combat pour ne pas me sentir en marge de la société. Moi, je me dis, j'ai été élevée dans un monde où on fait des études et on a un vrai métier classique et plus traditionnel, et on ne devient pas artiste en fait. Donc ça, c'était mon premier combat et en fait c'est arrivé quand j'avais 22-23 ans, donc à partir de là ça a changé beaucoup de choses, mais du coup c'est le moment où effectivement j'ai eu ma licence de droit. Je me suis dit, je ne me réinscris pas en master parce que je veux pas de filet de sécurité. Je commence dans la musique et puis je vais me battre, et voilà. Et donc j'ai fait un premier EP de 5 titres et je me suis fait repérer par une maison de disques et tout mon chemin a commencé comme ça. Puis ensuite je les ai quittés, j'ai monté mon label, etc. Voilà. Il y a deux thèmes qu'on va approfondir là, que je trouve hyper intéressants. C'est les amitiés féminines qui nous dévastent quand on est adolescente. Moi, personnellement, j'ai vécu beaucoup. J'ai vécu beaucoup aussi. Ouais, tu vois, je le dis comme ça. Ouais. J'ai vécu des amitiés. On dit beaucoup le mot toxique. J'aimerais qu'on le décortique aussi ensemble. Mais les amitiés dévastatrices au collège, au lycée, féminines, surtout entre meufs. Désolé les mecs, mais on va parler des relations entre femmes. Et ensuite, on parlera évidemment de l'anorexie mentale. On reviendra dessus et surtout, faire le bilan un peu d'aujourd'hui, sûr, ouais. Tu vois. Mais pour parler effectivement de ces amitiés dévastatrices qu'on a vécues toutes les deux séparément, comment on en parle et comment on peut donner des conseils à des jeunes adolescentes qui peuvent vivre des amitiés très, très douloureuses. Comment prévenir ça ? En fait, je pense que déjà, il faut... Mais c'est déjà le cas maintenant, disons. Mais à l'époque, je sais que ce qui fait qu'on ne pouvait pas autant en parler, c'est que potentiellement, très rapidement, on était regardés comme potentiellement des filles lesbiennes. Ouais, bien sûr. Donc, on n'en parlait pas. Et aujourd'hui, le sujet de l'homosexualité s'étant... en partie grâce à toi, largement détendu. Évidemment, c'est plus simple de raconter ce genre de choses. Mais disons qu'à l'époque, moi, je savais très bien que
En fait, même on m'avait traité peut-être que t'es lesbienne, en fait. Moi, je savais que ça parlait d'amitié parce qu'en fait, ce qui se passe souvent, et c'est le cas de beaucoup de jeunes filles, c'est qu'on se reconnaît dans l'autre, c'est comme un miroir, il y a quelque chose qui vient comme ça. Et c'est ce qu'on peut reconnaître ensuite dans les relations d'amour, etc. Mais dans les amitiés, quand on est très jeune, on n'est pas encore formé, on est en train de se former, de s'affirmer, de comprendre qui on est, quelle personnalité on a. Et très souvent, quand on a du mal à faire ça, il y en a qui le font très simplement, d'autres c'est plus compliqué, on va aller chercher, comme avec un miroir chez l'autre, une personne à qui on s'accroche, les choses qu'elle reflète et qu'on adorerait avoir chez nous, qu'on n'a pas. Ou les blessures qu'on voit en reflet qui nous parlent et qui nous sont comme familières. Donc, ça peut donner lieu à des relations de dépendance affective, des relations qui peuvent être effectivement toxiques parce que si la personne qui est en face en profite de cette faiblesse chez l'autre, etc., ça peut être toxique et puis ça peut être néfaste. Et si la personne qui en demande trop à l'autre, mise trop sur l'autre, etc., c'est toxique aussi, c'est néfaste aussi. Donc voilà, c'est un petit peu un jeu d'équilibre qui est totalement déséquilibré. Bref, et donc voilà, moi j'ai traversé plusieurs amitiés comme ça, et je crois que toi aussi. Et c'est vrai que ça m'a fait énormément souffrir et ça m'a fait traverser finalement des sensations qui sont proches de celles du chagrin d'amour. En fait, ça, je l'ai compris plus tard, mais quand j'ai écrit mes premières chansons à partir de ces sensations-là, de ces histoires-là, et que les autres les recevaient, le public les recevait comme des chansons d'amour, quand quelques années plus tard, je les ai sorties, je pense que oui, on n'est pas loin de ça. Donc ça fait traverser ce genre de choses-là. Est-ce que l'anorexie mentale, elle survient après ces amitiés dévastatrices un peu du collège ou en même temps ou... Elle survient après, mais pour moi, elle est effectivement la conséquence, entre autres, de ça, c'est sûr. Après, je pense que j'avais un terrain. Enfin, en fait, à ce moment-là, quand je vis ces amitiés, et notamment une où vraiment ça a été comme un naufrage, en fait. Je sais qu'à ce moment-là, j'ai un terrain fragile qui est particulièrement développé. Et si ça n'avait pas été... ce qui a fait que l'anorexie s'est ensuite déclenchée, c'est un an plus tard, un an après cette amitié, des mauvais résultats au bac français. Ça m'a terrassée parce que j'étais bonne élève et que j'avais une sensation de honte, de culpabilité. En fait, il y a des déclencheurs qui n'ont pas vraiment à voir avec le terrain, avec le sujet, et qui en fait te font une espèce de déclic mental. C'est ça. Et je sais que donc, même si j'avais eu des bons résultats, mettons, il y aurait eu autre chose qui aurait déclenché ça. J'avais un terrain. Et le terrain, effectivement, il était entre autres bien entamé par des amitiés comme ça. Mais même pour accueillir ce genre d'amitié, c'est que le terrain était déjà là aussi. Donc voilà, moi je crois au fait que dans la vie, les choses, elles arrivent parce qu'il faut qu'elles arrivent, parce qu'il faut qu'on évolue et parce que c'est ces leçons-là qui nous permettent de comprendre certaines choses. J'aurais peut-être jamais commencé à écrire des chansons sans vivre ces choses-là. Donc voilà, mais bien sûr, en tout cas, ces amitiés et l'anorexie mentale, ça raconte quelque chose de similaire. Ça raconte quelque chose d'assez similaire. L'anorexie mentale, c'est la manifestation concrète de quelque chose qui n'a rien à voir avec la nourriture. Ouais. Souvent, voilà, rien à voir. Et qui est un besoin de contrôle d'une toute-puissance pour s'affirmer à un endroit parce qu'on sent qu'on ne parvient pas du tout à le faire par ailleurs. Et souvent, c'est une manière de se dire j'ai plus d'autorité autre que la mienne. Donc là, c'est la mienne qui va tout définir, qui va tout choisir, je vais y arriver, etc. Sinon, quand il n'y a pas ça, quelle est l'autre autorité ? C'est le regard de la personne en face dont on est dépendant. Donc moi, je sais que je suis passée d'une dépendance affective à un moment donné dans des amitiés à une dépendance vis-à-vis d'un démon en moi qui disait tu vas faire ci, tu vas faire comme ça. Donc il y a un truc comme ça en tout cas dans les deux cas, d'absence totale de liberté. Donc, Comment on sait, quand on est adolescente, que ce qu'on ressent pour une autre fille n'est pas de l'amour mais est de l'amitié, ou alors est de l'amour et pas de l'amitié ?
Franchement, je pense que la zone est floue. Moi, dans mon cas, je remarquais que j'avais pas de désir physique. J'avais des amitiés fusionnelles qui me troublaient parfois, mais en tout cas qui me procuraient un sentiment de plénitude qui faisait que je ne ressentais pas de manque par ailleurs. J'avais pas besoin d'avoir un petit copain. Ça me comblait entièrement. Pour autant, je n'éprouvais pas de désir physique. J'avais pas envie d'embrasser l'autre ou j'avais pas de fantasme, de désir sexuel. Donc je pense que moi, c'est comme ça que je faisais la différence. Mais je sais que l'amitié prenait toute la place quand même. Enfin, le désir d'amitié était trop grand. Trop grand. Peut-être trop grand, mais c'était pas de l'amour. Et comment ça s'est fini, cette histoire? Alors laquelle, du coup? Non, mais il y a une des chansons que tu as écrites quand tu étais plus jeune et tout, que moi j'écoutais, mais quand elle est sortie, en fait, on n'écoutait que ça. On n'écoutait que cette chanson et on se connaissait pas du tout. On s'est rencontrés bien après. En fait, je dis à l'audience qu'on est amis depuis 6-7 ans, un truc comme ça, 7 ans, 8 ans peut-être. Mais avant ça, moi j'écoutais tes chansons sans te connaître. Et tu racontais tout ce qu'on vivait. Et c'était incroyable. Et je me rappelle d'une chanson qui s'appelle Léa. Elle s'appelle comme ça. Ouais. Voilà. Ouais. Et je me disais, mais c'est... Elle s'appelle 17 ans maintenant sur les plateformes, mais au début, elle s'appelait Léa. Alors, ah ouais. Ah oui, 17 ans, c'est énorme. Et ben moi, j'écoutais ça à 17 ans et je me disais, c'est pas possible, elle est en train de raconter ma life, là. Elle est en train de raconter exactement ce que je suis en train de vivre avec une amie, effectivement, avec qui, oui, effectivement, j'avais une relation déstructurée. Et je trouve que ça, c'est un thème très compliqué à traiter, à en parler, et même pour les parents, pour les mères, et pour les parents en général, ils savent pas très bien comment gérer leurs enfants à ce moment-là, quoi. Non. Et toi, tu vis ça et tu écris cette chanson. Et est-ce que ça te soigne? Est-ce que ça te guérit? Qu'est-ce que ça te fait d'écrire des chansons sur des thèmes qui te font souffrir? Alors, donc, au moment où j'écris 17 ans, ça, c'est pour une fille qui s'appelle Léa, qui est une amie avec qui j'ai une relation tout à fait normale. D'accord. Ça, alors on va mettre un petit bout en fait. Ouais, ça tu vas voir, ça te parle. Trop de maladresse, je n'ai même plus d'adresse. Il ne me reste que le sourire quand je te vois rire. Toi, l'autre moi, je veux le croire, T'es mon miroir, je veux le voir, c'est illusoire. Trop de maladresse, je n'ai même plus d'adresse. Il ne me reste que le sourire quand je te vois rire. Toi, l'autre moi, sous mes faux airs, mon antithèse, parfait contraire, il faut se taire. Laurie, enfin, tu es une icône. Donc, t'écris cette chanson, est-ce que ça te guérit de quelque chose? Ça me fait du bien, ouais. Je me souviens très bien, j'avais 16 ans et je rentrais de l'école et je me la répétais dans le bus parce que j'avais eu l'idée des paroles et de la rythmique dans le bus. Bref, j'arrive chez moi et je l'ai composée comme on prend une bouffée d'oxygène, quoi. Ça m'a vraiment fait du bien. Donc oui, ça a été un remède, en fait, un exutoire, le fait d'écrire, une thérapie, quelque chose qui m'apaisait beaucoup. Ça résout pas tout, bien sûr, mais je crois que déjà, quand ça existe ailleurs qu'en soi, ça existe un peu moins en soi, en fait, déjà. Ouais, bien sûr. J'adore ces phrases. Est-ce qu'on a besoin de souffrir pour écrire? Je pense pas. Enfin, en soi, je pense que ce qui fait écrire, c'est quelque chose qui nous touche profondément. Et souvent, effectivement, la tristesse ou la souffrance ou le chagrin nous touche plus profondément, peut-être que le bonheur. Mais enfin, les grandes joies nous touchent très profondément aussi, en fait. Je pense que juste, il s'agit de quelque chose qui transperce, en fait. Moi, ce qui me fait écrire, c'est les choses qui me transpercent et qui déclenchent justement ce mouvement de nécessité, de besoin d'extérioriser. À ce moment-là, tu vis toutes ces émotions, il y a l'anorexie mentale qui commence, mais tu écris des chansons, tu les enregistres, tu les produis. Comment c'est reçu avec tes amis, dans ton entourage, chez les jeunes de ton âge? Comment ces chansons-là sont reçues? En fait, je les avais mises sur MySpace et donc je les ai enregistrées, de manière très succincte. Bref, et en fait, c'était très bien reçu. J'ai été assez surprise. Je me souviens que la première fois que j'ai posté mes chansons sur MySpace, j'étais à un babysitting et je les avais postées genre vers 19h. J'arrive au babysitting à 20h et à 21h, je regarde mon MySpace et je vois 1500 écoutes.
Et je me disais, non, mais c'est pas possible, quoi. Énorme. Et ça a été comme ça tous les jours. Au lycée, j'étais quelqu'un d'assez discret, d'assez réservé. Et puis, je suis devenue la fille qui fait de la musique, quoi. C'était trop drôle. Ça m'a fait du bien, en fait. Ça m'a fait du bien, d'ailleurs. Mais donc, ça a été très bien reçu. J'ai des amis qui m'ont beaucoup poussée. Notamment, justement, une amie qui m'a dit « Mais il faut que tu fasses un premier concert. On va tous te soutenir, etc. » Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et ça m'a donné un peu le goût de la scène et tout ça, quoi. J'étais vraiment une fille plutôt assez timide, assez réservée. Donc, c'était marrant de découvrir qu'il y avait une vraie partie de moi qui s'exprimait comme ça. T'étais la fille qui faisait de la musique. C'est comme ça qu'on t'appelait après au Ouais. lycée, dans la cour de récré, etc. Ouais. C'est C'est énorme. trop drôle. Et justement, à ce moment-là, quel genre d'adolescente tu étais? Ben, j'étais toujours aussi torturée, hein. Enfin, je veux dire, il n'y avait pas de changement sur ce plan-là. Mais vive les gens torturés, en fait. Ah ouais, ouais. Honorons-les, les gens torturés, ceux qui sont chelous, les bizarres, les weirdos, les tout seuls, les solitaires. Je dis pas du tout que t'étais pas... Enfin, je sais que t'avais Ah plein oui, d'amis, non, etc. oui, oui. Mais honorons ces gens-là, en Grave. fait. Parce que ça devient des génies, finalement. Donc toi, tu disais... J'étais plutôt assez torturée, plutôt cérébrale, enfin, j'étais beaucoup dans ma tête, en fait. J'avais mon monde intérieur, ma vie intérieure. C'est toujours le cas, ça l'est un peu moins, mais c'est toujours le cas. Enfin, je suis beaucoup dans ma vie intérieure, quoi. Et d'ailleurs, j'honore beaucoup ça. Moi, je trouve ça génial d'avoir ça, de ressentir pleinement une sorte de... Pas une vie qu'on ne raconte pas, mais en tout cas... d'avoir une vie entre soi et soi-même aussi. Et donc, moi, j'étais vachement comme ça. Mais pourquoi ? Parce que quand j'étais en société, j'avais du mal à être vraiment moi. En fait, j'étais timide, j'étais un peu fausse, j'étais un petit peu bien sous tout rapport, quoi. Il y avait un truc un peu de bienséance. J'étais consciencieuse, je voulais pas déborder. Donc, j'avais peur de dire quoi que ce soit, etc. Et donc, voilà, jusqu'à ce que je traverse vraiment... à la fin de l'anorexie mentale, donc 10 ans plus tard, hein, c'est à 27 ans que je me suis vraiment libérée. Jusque-là, j'étais quand même, assez torturée. Je savais donner le change pour exister socialement, mais c'était pas... Voilà. Comment tes parents ils reçoivent l'idée que tu fasses de la musique quand tu es adolescente, que tu le postes sur MySpace, qu'il y ait de la réponse, qu'il y ait ces 1500 écoutes qui deviennent des dizaines de milliers d'écoutes, qui deviennent après un vrai succès. Tu signes en maison de disques, etc. Comment ils le réceptionnent, ça, tes parents ? Ils regardent ça d'un bon œil, mais d'un œil qui garde de la distance, quoi. C'est-à-dire que mes parents, pour eux, il était plus ou moins hors de question que leur fille se lance dans la musique. Ah ouais. Ah oui, oui, oui. Après, je crois que c'est... Enfin, j'ai beaucoup travaillé dessus, du coup, en analyse, mais c'était pas méchant, mais c'était comment est-ce qu'on va dormir tranquille si on sait qu'elle fait un métier qui ne lui assure pas une sécurité, une stabilité. Donc, ils ont eu ce réflexe et de pas forcément m'encourager au tout début. Enfin, ils m'interdisaient pas de le faire, mais il fallait que ça se couple avec le fait de faire des études, etc. Mais moi, j'avais une envie de le faire petit à petit, comme je te disais, qui me dévorait, en fait, qui me dévorait de l'intérieur, qui me rongeait et qui était tout ou rien. Donc, c'était pas, je voulais le faire à moitié. Je voulais le faire pleinement. Donc, du coup, coupler ça avec des études était de plus en plus compliqué. Et après, en analyse, du coup, je te dis, j'ai compris petit à petit qu'il fallait que j'aille vers la musique. En tout cas, si j'essayais pas, je serais frustrée toute ma vie. Et puis ils ont vu. J'ai essayé de leur expliquer, mais ils ont vu que de toute façon, j'étais en train de me désintégrer, en fait, physiquement. Donc, petit à petit, ils ont compris. Ils ont compris. Et puis, au tout début, la première année, quand j'ai fait mon EP toute seule, etc., ils étaient perplexes. Et puis ensuite, quand ils ont vu que je lâchais pas et que là, je me battais et voilà, là, ils m'ont soutenue et ils n'ont jamais cessé de me soutenir. Jamais. Qu'est-ce que tu as à dire à des jeunes filles adolescentes d'une quinzaine d'années qui veulent faire de la musique et justement les parents veulent pas, ont peur pour la sécurité de leur enfant, etc. Qu'est-ce que tu as à leur dire à ces jeunes filles qui veulent se lancer dans la musique ? Je pense qu'il faut écouter ses envies, son cœur, il faut aller au bout des choses qu'on a envie de faire, mais il faut le faire avec beaucoup de persévérance, de rigueur, de constance, d'endurance. En fait,
moi, je me demande toujours si demain j'ai des enfants et qui veulent faire de la musique, qu'est-ce que je leur dirais, quoi. Donc, pour ces jeunes filles, je réfléchis un peu comme ça. En fait, moi, si j'avais de jeunes enfants qui voulaient faire ça, je leur dirais juste, tant que tu peux faire ce que tu veux, en fait. Mais tant que tu le fais avec une ambition, une détermination qui ne s'effondrera pas au premier échec. C'est ça qui compte. Et je pense que c'est très important de s'épanouir, de se réaliser. Il ne faut pas aller... je veux dire, le métier, le travail, c'est un quotidien. C'est pas... j'aime pas l'idée qu'on n'attende que les vacances, en fait, dans la vie. Les vacances, c'est très bien, mais c'est des moments. Et en fait, ce qui compte, c'est de vibrer son quotidien. C'est très important. Donc, il faut bien choisir ça et il ne faut pas faire des choses qu'on n'aime pas. C'est très important d'aimer ce qu'on fait. Mais surtout quand on a une passion et qu'on le sait déjà. Parfois, on ne le sait pas, mais quand on le sait, il faut aller l'accomplir, il faut aller la chercher. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas contourner. Mais par contre, il faut le faire avec rigueur, avec persévérance, avec détermination. Je pense que des parents ne peuvent être inquiets que quand ils voient des enfants qui sont à moitié, en fait. C'est ça qui est inquiétant, c'est de ne pas avoir tellement envie, c'est de ne pas avoir cette rage, ce désir, en fait, ce désir de se lever tous les matins. Mais il est fragile, ce désir, très fragile. Et moi, j'en ai beaucoup parlé, du coup, dans mes albums et tout, mais quand j'étais malade, c'était justement ce désir-là qui me manquait. C'était difficile de le trouver. Et il n'y a rien de plus sérieux que le désir, en fait. C'est fragile parce que on croit que c'est inné d'avoir envie de choses, de se lever, d'avoir envie de manger, de découvrir, d'aller en vacances. Mais quand on n'a plus ce truc-là, quand on l'a pas, quand on perd le sens, c'est compliqué d'envisager la suite de sa vie et surtout, c'est compliqué de se sentir en sécurité. Et donc mes parents qui considéraient que la sécurité, etc., machin, ou n'importe quel parent, moi je pense qu'il n'y a rien de plus sécurisant que quelqu'un qui fait ce qu'il aime. J'adore ce que tu racontes. On va parler du désir parce que je sais que toi, tu es une experte en désir. Tu as écrit un album qui s'appelle La traversée du désir. On va écouter un extrait tout à l'heure. Mais justement, quand tu commences à avoir du succès, etc., tu es malade à ce moment-là. Ouais. Comment tu concilies les deux ? Est-ce que le fait d'avoir de plus en plus de place dans les oreilles des gens, dans la tête des gens, parce qu'ils t'écoutent, amenuise la maladie ou la fait grandir ? Non, ça l'amenuise quand même. En fait, ça me fait me sentir comprise, écoutée, regardée, en fait, prendre une place, en fait. Donc non, je pense que ça m'a aidée à guérir, clairement. Ce qui était difficile au tout début, et donc pendant toutes les premières années de ma carrière, c'était d'avoir une image, en fait, d'accepter d'avoir une image physiquement. Ça, c'était très dur. J'avais beaucoup de mal quand je faisais mes visuels et tout. Je savais pas qui j'étais, quoi. Je savais pas me regarder ou me représenter. C'était même pas le fait de se regarder, mais c'est se représenter. C'était difficile. Je mettais souvent du noir. Bon, manque de bol, j'en ai mis aujourd'hui, mais c'est moins le cas maintenant. Mais non, enfin, c'était vraiment dur. Moi, j'avais décidé de faire de la musique, mais pas l'image qu'elle avait, en fait. Donc, au début, sur les premières années, être encore malade, c'était difficile pour ça. Mais après, quand j'ai guéri, et en fait, ça a été progressif, mais il y a eu 2 déclics. Le premier, c'est d'avoir choisi d'aller vers la musique et d'abandonner le droit. Le deuxième, c'est ensuite quand je me suis affranchie de beaucoup de choses. J'ai quitté ma maison de disques, j'ai quitté le mec que j'avais à l'époque, etc. Là, à partir de là, il y a eu un truc qui s'est passé, quoi. Et ça, c'était merveilleux. Et là, j'ai vraiment complètement guéri. Mes règles sont revenues. Ça s'est écoulé de nouveau, en fait. Il y avait quelque chose qui coulait, qui était fluide. Alors, j'ai plusieurs questions sur le thème de la maladie. Après, on parlera bien sûr de la manière dont tu écris, ton processus de création, etc. Mais d'abord, tu dis j'ai guéri et tout. Comment on sait quand on a guéri de l'anorexie mentale ? Moi, honnêtement, jusque-là, je me souvenais assez précisément de tout ce que je mangeais. Donc pendant que j'étais malade, quoi. De tout ce que j'ingurgitais, c'était pas simple, en fait, de digérer derrière. Je sentais que c'était lourd dans ma tête. En fait, il y avait une forme de contrôle omniprésent de tout. Et donc, ça pouvait régir un peu mes journées. Alors, ça s'était assoupli. Je
pouvais remanger, etc. J'avais repris du poids, mais il y avait une conscience qui était là et qui était en veilleuse et qui ne me loupait pas. Et c'était... il fallait que chaque heure soit productive. Il y avait une forme de productivité nécessaire, puisque moi, dans mon cas, mais enfin l'anorexie mentale, c'est souvent ça, mais il y avait un refus du plaisir. Donc moi, tout était inversé. Tout était inversé. Ce qui me faisait du bien, c'était plutôt ce qui est d'habitude... voilà, ce qui me donnait du confort, c'était plutôt ce qui est inconfortable, à savoir être debout, marcher, courir, ne pas trop dormir, prendre des douches froides. Enfin voilà, ça me mettait bien. Et ce qui me mettait de l'inconfort, c'était tout ce qui était plus ou moins confortable. Donc, dormir, être dans des choses moelleuses, avoir des caresses. Enfin, voilà. Tout ça, moi, ça... Et il fallait vraiment souffrir, quoi. Il y avait une forme d'effort-réconfort, mais surtout effort, quoi. Donc, c'était ça. Et du coup, productivité dans la journée, il fallait que ce soit productif. Chaque heure devait être bien utilisée, ne devait pas être perdue. Enfin, voilà. Donc ce truc-là, on l'intègre et là, je le raconte, donc il apparaît très clairement, mais parfois, il peut s'intégrer assez insidieusement dans une vie. Et c'était mon cas dans mes journées jusque-là. Et puis quand cette libération, cette éclosion, enfin, voilà, ce basculement s'est opéré, il n'y a plus eu ça, en fait. J'ai eu l'impression d'être à la vie de manière très simple, de pouvoir m'aventurer dans la nuit, dans la journée, dans les choses sans savoir ce qu'elles allaient me ramener derrière. En fait, il n'y avait pas ce calcul de « il faut que ce soit productif ». J'avais juste envie de les vivre et j'arrivais à les accueillir, à les vivre, à de nouveau ressentir du désir, même du désir sexuel, mais pas que. L'envie de tel plat sans que derrière, ça me coûte tellement cher, en fait, d'avoir eu cette envie et de l'avoir goûté. Il y avait une douceur. En fait, il y a eu, je trouve, pour moi, une féminité, tout simplement, qui est venue m'habiter. Voilà. J'ai trouvé le chemin de ma propre féminité. Tu avais un mec à l'époque de ta maladie. Ouais. Lui, comment il vivait ça? Comment tu vivais ta relation amoureuse avec l'anorexie mentale qui prenait peut-être de la place, j'imagine, dans la relation? Ouais, c'était très dur et il m'a pas lâchée. Vraiment, il a été... Heureusement qu'il a été là parce qu'il a été très patient, parce que l'anorexie, c'est pas simple. Je pouvais avoir des accès... de dureté, quoi. De dureté dont j'étais moi-même, je dirais, victime, que je ne maîtrisais pas, en fait. Mais voilà, c'était oppressant. Et il a traversé ça, il est resté quand même. Au tout début, c'était dur pour moi de manger s'il n'y avait pas quelqu'un qui mangeait en même temps que moi. Donc, ah oui? Ouais. Sinon, je culpabilisais si je mangeais toute seule. Donc, à chaque fois, il était là et il a été toujours très à l'écoute, très bienveillant, très présent. Je crois qu'on s'est mutuellement apporté des choses, puisque lui aussi avait ses problèmes, ses problématiques, et donc on se complétait pas mal. C'est une relation qui m'a beaucoup construite, qui a duré 6 ans. Et l'anorexie a pris une place dans la relation telle que j'ai pas vraiment pu avoir de contact véritable avec mon désir sexuel, quoi. Donc, c'est une vie qu'on a eu, mais je trouve que ma vraie sexualité a commencé après, à 27 ans. Ouais. Un âge tout à fait... Ah oui, non, mais un âge tout à fait, je trouve, normal aussi pour apprendre, réapprendre. En fait, je trouve que c'est marrant, le désir, parce que c'est un sujet que je voulais aborder aussi avec toi. Merci d'ailleurs d'être confiée là sur la maladie de l'anorexie mentale, etc., parce que c'est un sujet qui touche beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes filles. Les garçons aussi sont touchés par l'anorexie, mais ils vont le traduire d'une autre manière. J'ai l'impression un peu que l'équivalent masculin de l'anorexie, c'est plutôt du culturisme, c'est plutôt de la musculation à outrance, des garçons qui contrôlent tout ce qu'ils mangent. Ouais, c'est un peu de l'orthorexie, en fait. Orthorexie, ouais. Orthorexie, ouais. Le contrôle de absolument être sain, une hygiène de vie très saine, etc. Plus l'orthorexie. Et je trouve que c'est donc le désir, c'est un sujet que tu abordes énormément dans tes chansons. T'en as dédié tout un album, La Traversée du désir, qui est exceptionnel. Cet album, c'est le dernier album. Oui, c'est mon troisième. Magnifique. Sur vraiment la traversée du désir, c'est vraiment un titre, je trouve, qui résume parfaitement l'album. On passe de chanson en chanson, de thème en thème sur, eh bien c'est ça, nos variations de désir.
Aujourd'hui, est-ce que tu penses qu'à 35 ans, nos copines de 60 ans vont se foutre de notre gueule, mais est-ce que tu penses qu'à 35 ans, là, aujourd'hui, tu as réussi à dompter tes désirs? Non, pas du tout. Je pense pas. Je pense que je vais encore en découvrir. Ils vont même changer. Tu vois, il y a des désirs d'hier que je n'ai plus aujourd'hui, en fait. C'est aussi ça. La saveur des choses évolue, je trouve. Les désirs évoluent. Le plaisir qu'on prend à accomplir certaines choses évolue, est différent. Donc non, je les ai domptés. Non, je pense que ce qui m'aide à dompter beaucoup de choses, c'est le fait d'avoir, en fait, de m'exprimer artistiquement. Ça me permet de trouver un équilibre. Mais après, je ne sais pas si j'ai dompté mes désirs. En tout cas, j'ai repris contact avec mes désirs par rapport à une époque où, justement, quand j'étais malade, je les ressentais moins. Et je les sentais plus. Là, oui, et donc je trouve ça merveilleux, mais j'accepte qu'ils évoluent et que parfois, il y a des énergies plus basses aussi, et puis après, ça remonte. Et moi, c'est ça que j'aime bien aussi, hein. C'est ce qui fait c'est qu'on ne sait pas... c'est qu'on ne sait pas comment on va vivre telle chose ensuite, de quoi on va avoir envie. Justement, il ne faut pas les canaliser trop, ces désirs. Est-ce qu'on désire de la même manière à 35 ans qu'à 20 ans? Bah non, pas du tout. Pas du tout. Non, sur plein de plans, on peut voir que ça évolue et tout. On ne désire pas les mêmes choses. Je pense que quand on est plus jeune, on a un désir assez prégnant pas de fougue, parce que la fougue, ça reste, mais d'aventure, quoi, de vivre des aventures, des trucs qui sont très... qui sont très forts, et on ne sait pas forcément où ça nous mène, et on ne sait pas forcément si ça a un lendemain, mais ce qui compte, c'est de les vivre, en fait. Et j'adore ça, et j'ai adoré ça. Et du coup, moi, je l'ai vécu même assez tard, il y a encore quelques années, parce que voilà, tout a été un peu décalé, disons. Mais par contre, je trouve qu'à notre âge, c'est différent. C'est différent. On connaît la recette, on connaît ces trucs-là, on connaît ce que ça va nous apporter. Ce goût de l'aventure, tout ça, faut pas le déserter non plus, mais c'est un peu comme si on voyait le trucage. On l'a déjà vécu. Maintenant, on a envie d'un truc un peu différent, qu'on n'a peut-être pas autant expérimenté. On a envie je trouve que moi, en tout cas, je ressens plus la saveur du quotidien, de la routine, de la belle routine, de quelque chose qu'on a envie de partager avec l'autre, des temps longs, en fait, de rentrer en profondeur, de se découvrir de saison en saison, etc., de s'apprivoiser de cette manière-là. Pour les désirs, là je parle sur le couple, mais ça peut être évidemment sur plein de choses, en fait, le temps long. Ça peut être sur le pro, sur le fait de... Voilà, c'est plus l'aventure d'un job d'un mois, c'est... non, je veux construire une carrière, je veux prendre des risques et les assumer longtemps, et me poser cette question de est-ce que j'ai bien fait de faire ça, et regarder 4 ans plus tôt et dire ok, c'était bien, tu vois. Des trucs comme ça, du temps long, en fait, je trouve. C'est différent. J'allais dire, parce que comme ça fait 10, 15 ans que tu nous racontes, que tu racontes ce que tu vis, que tu racontes ta vie de femme, etc. J'allais dire, qu'est-ce qu'on a de plus à 35 ans qu'à 20 ans ou qu'à 25 ans? Mais c'est ça, c'est ce plaisir du temps long. Et je suis hyper d'accord avec toi. Et est-ce qu'on peut être libre dans son désir? Ah bah, je pense que oui. Je pense que... j'ai l'impression que la quête d'une vie, c'est de trouver cette liberté, en fait. D'être libre, sans se juger, sans se regarder, sans se censurer, d'aller vers ce dont on a envie. Et la liberté, je trouve que... moi, j'ai pu constater qu'on croit souvent que c'est ce qu'on veut absolument. Mais en réalité, non. En fait, la plupart du temps, on ne fait que s'encadrer, se mettre dans des cadres qui nous permettent d'être à distance de cette liberté qui fait tellement peur. Après, moi, avec l'anorexie, c'est justement ça que je suis allée, à un moment donné, que je suis allée chercher. Et il a fallu que je me confronte à ma vraie liberté, de cette sensation de personne ne m'attend nulle part. Là, je peux faire ce que je veux, là, tout de suite. Et on verra ce qui se passe. Personne ne me jugera, parce que j'ai pas de label, j'ai plus d'obligations, j'ai plus de mec, voilà, ça c'est quand j'avais 27 ans. C'était fou, c'était vertigineux comme sensation, mais à la fois c'était
une vraie rencontre avec moi-même, en fait. Parce que c'est de soi qu'on se protège. Et c'est pour ça qu'on a peur d'être libre, souvent. Est-ce que tu peux nous interpréter une chanson ? Ouais. Est-ce que tu peux nous interpréter cette nouvelle chanson, ce nouveau single que tu viens de sortir qui s'appelle « Je veux », Ouais. que j'adore déjà et qui est déjà en boucle dans mon Apple Music. J'adore. Laurie Darmon va nous interpréter « Je veux ». Je veux t'aimer sans penser à demain. Je veux la liberté au creux de mes reins. Je veux ne pas appréhender le chemin, me balader sur le destin. Je veux sentir ma chair qui donne la vie, devenir mère, faire famille, regarder mes enfants grandir et retrouver mes copines et sortir. J'avoue, rester femme en étant mère, des voyages, une carrière, que la vie s'étale sur mes cernes. Prendre de l'âge, me sentir belle, qu'on s'aventure encore et encore, qu'on se rassure s'il pleut dehors, glader mesure mon corps contre ton corps encore. Moi je veux tout, ta la ta 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 ta, ta la ta 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 ta, ta la ta ta. Moi je veux tout, ta la ta 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 ta, ta la ta 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 ta. Un petit avant-goût, tu vois. J'adore, petit avant-goût. Les amis, vous allez streamer ce son qui est exceptionnel. Est-ce que tu peux nous en faire une autre ? Bien sûr, bien sûr. Une de mes chansons préférées de Laurie, j'ai passé un petit passage tout à l'heure. C'est « Je vais passer l'âge ». Laurie, à toi de jouer. On me dit que je vais passer l'âge, si c'est pas maintenant, qu'il n'y aura pas de visage pour m'appeler maman. Oh, que c'est dommage de perdre son temps. On n'imagine pas ce que je ressens. J'adore Laurie. Est-ce que Franchement. tu veux un autre? Non mais ouais, Jukebox. vas-y, fais ce que tu veux. Non, je sais pas, je peux te faire l'exil ou... Ouais, vas-y. Aimer, ou... De quel Orient nous parle-t-elle ? Ouais, tout à fait. De quel Orient nous parle-t-elle ? La jolie dame au souvenir, quand elle raconte sa jeunesse sur le vieux port d'Alexandrie. Elle était une jeune fille sage, tandis que ses amis dansaient à chaque bal, sur chaque plage, où tout ensemble elles se rendaient. Et les photos défilent sur le coin de la table. Je la surprends fragile, déverser quelques larmes. Elle se souvient de tout, les parfums, les couleurs. Le temps n'a rien dissous, juste là dans son cœur. Elle me dit les détails, l'insouciance comme un fruit qui poussait en bataille sur le sol du pays. Et soudain le silence, la déchirure immense, l'exil. Sublime, Merci. Laurie. Enfin, Merci beaucoup. exceptionnel. Vous me streamez du Laurie Darmon en masse, là. Voilà, c'est ça qu'on veut. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Laurie pour ces extraits, ces versions acoustiques. Moi, il y a un sujet que j'aimerais aborder avec toi. C'est le milieu des femmes et de la musique et les relations entre femmes dans la musique. Parce que les relations entre femmes, ton lien aux femmes, tu en parles beaucoup dans ta musique, mais moi, j'aimerais savoir comment ça se passe concrètement. Est-ce que dans le milieu de la musique, on peut dire qu'il y a de la sororité entre femmes ? Je crois que c'est comme dans tous les milieux, finalement, ça dépend des relations, quoi. Il y a de la sororité quand les relations sont bonnes, quand... Enfin, moi, je pense pas qu'il y ait de manière innée, plus que dans un autre milieu, de la sororité. Je pense qu'on a toute envie de s'entendre, de se soutenir, etc. Est-ce que c'est la réalité ? J'ai pas vu ça plus que dans un autre milieu, quoi. Voilà. Le milieu de la pop, de la musique pop, surtout avec les filles, je trouve qu'il y a plein de pop stars là, voilà, françaises qu'on adore. Vraiment, on va pas les citer là, mais parce que voilà, moi j'écoute énormément de pop et tout.
Est-ce que c'est un milieu compétitif entre femmes, le milieu de la musique pop? Alors, moi, je le ressens pas forcément comme ça. Je crois que ça l'est de fait, parce que y a pas de la place pour tout le monde, en fait. Donc, de fait, ça l'est, parce qu'on va vous parler en radio de quotas, par exemple, je sais pas moi, 4 artistes féminines représentent plus ou moins la même chose, la même cible, et donc on va les mettre dans la même case. Et donc, sur ces 4-là, il y en a que 1 ou 2 qu'on peut mettre en avant. Donc, forcément, ça peut créer de la compétitivité, etc., de la concurrence. Moi, je le vis pas comme ça. J'ai la chance d'avoir parmi mes meilleures amies certaines femmes qui font le même métier que moi. Et en fait, je découvre, c'est pas que je découvre, mais en tout cas, je vis avec elles un grand soutien, quelque chose de merveilleux. Vraiment, on se raconte tout et on s'entraide et on se donne des conseils. Et c'est pas, il n'y a pas du tout de... Il n'y a pas du tout de compétition, de manigance, de jalousie. Enfin, je ne crois pas, mais je pense qu'on sait le sentir quand il y a un truc où c'est pas très très clair, sans forcément le formuler. Là, je ne ressens pas du tout ça. Donc, je crois que c'est possible. Maintenant, dire que c'est tout le temps comme ça dans toutes les relations, dans le milieu de la musique, dans toutes les relations entre femmes, que de fait... de manière innée, on soutient tout le monde, etc. En tout cas, moi, c'est pas ce que j'ai ressenti, c'est pas ce que je ressens. Et ça me fait toujours peur, moi, les grands mots de... je suis toujours méfiante, en fait, face au fait de se dire on se soutient toutes les unes les autres, on s'adore, etc., on s'entraide. Parce que, en tout cas, la réalité des choses, de la société, de la vie, des choses qu'on vit, même dans l'enfance, même plus âgées, comme on les regarde, etc., ça ressemble pas à ça, tu vois. C'est pas un truc où on n'est pas chez les bisounours, en fait. Et du coup, moi, je trouve que le message est merveilleux, hein. Mais je me méfie toujours face à ces choses-là, quand elles sont affichées comme un étendard, comme un drapeau, comme ça, qu'on brandit. Parce que, en tout cas, les peu de fois où j'ai pu le vivre, être dans un groupe qui se dit soror, etc., j'ai ressenti tout sauf de la sororité. Voilà. Est-ce qu'on t'a déjà fait un coup bas, je sais pas, un vol de chansons ou un truc comme ça dans toute ta carrière? Est-ce que ça t'est déjà arrivé qu'il y ait comme ça des coups entre femmes, quoi? Ouais. Ça m'est arrivé, ouais, effectivement. Et j'en dirai pas plus, mais effectivement, entre femmes, et effectivement, de la part de femmes qui se disent justement très sorores. Et moi, je trouve que c'est pour ça que je suis toujours méfiante vis-à-vis de... Enfin, c'est pas pour ça, parce que je le suis depuis longtemps déjà, mais de ces choses, de ces grands mots-là et tout, qui sont très beaux, hein, mais qu'il faut incarner. Et ça, c'est pas toujours le cas. C'est que en fait, ils ont quelque chose de trendy aussi, ces mots-là. Ils ont quelque chose de tendance. Ouais. En fait, les brandir, les dire, les sortir, les avoir dans son discours, dans son champ lexical, c'est aussi une manière d'appartenir à une tendance, à une époque, à une hype, peut-être. Et je trouve que c'est différent de le ressentir vraiment, le vivre vraiment. Je préfère quelqu'un qui va me dire, tu vois, parfois je suis un petit peu dévorée par des trucs de comparaison et tout, mais alors que c'est tellement pas ça au fond, et qui va me dire la vérité, en fait. Parce que c'est ça la vérité, en fait. C'est pas grave. Plutôt qu'un truc de non, moi je suis pour tout le monde et je crois pas à ça. Je crois pas à ça. Mais ça veut pas dire qu'on est complètement pénétré de jalousie, de tout ça. Loin de là. Et je crois d'ailleurs qu'on l'est pas quand on sait le nommer, en fait. Quand on sait dire clair. Que parfois, ouais, putain, je peux ressentir un truc de putain, pourquoi pas moi et tout. Mais pour autant, je suis très heureuse pour toi. Et plutôt que d'être dans un truc de, ouais, tu vois, ça me... Bon, voilà. Moi, je pense que la jalousie, c'est un sentiment naturel tant qu'il est maîtrisé. C'est tout à fait naturel de pouvoir ressentir de l'envie, comme tu dis, de la comparaison. Moi, je trouve que le milieu du podcast, ça se rapproche vachement du milieu de la musique parce que c'est du son. Donc, c'est un peu le même traitement des choses, de diffusion, tu traites avec les mêmes plateformes, etc. Donc, d'un point de vue psychologique, il y a beaucoup de choses similaires, je trouve. Moi, je me compare vachement. Tu vois, je me compare vachement à des créatrices, à des créateurs aussi. Il y a beaucoup de créateurs et de créatrices que j'admire pour ce qu'ils font, parce que
en plus, le milieu du podcast, c'est tellement dynamique. T'as des filles, t'as des Léna Situation qui dégomment tout le marché, c'est-à-dire qu'elles créent des choses qui n'existaient pas avant, notamment dans ce secteur. Et je trouve que c'est ouf parce que nous, plus petits créateurs, ça nous donne aussi l'envie, la niaque et la mesure du possible. Et ça, c'est génial. Grave. Dans le milieu de la musique, je sens qu'il y a quand même vachement de compétition et beaucoup de compétition entre meufs. Les mecs et les meufs, c'est un peu deux games un peu différents. Tu te compares pas trop à un mec en réalité. Tu vas plus te comparer à une artiste féminine qui fait de la pop, etc. Donc il y a déjà eu des choses, je sais pas moi, des compositions qu'on peut entendre chez certaines artistes pop féminines et qu'en fait qui étaient dessinées pour toi et qu'on t'a pris ou... Oui, ou que j'ai quasiment fait naître aussi, où j'ai top-liné dessus, j'ai fait la mélodie, etc. Finalement, je l'ai pas gardé pour mon disque et puis c'est parti ailleurs. Comment on le vit ça, quand on se sent un peu dépossédé d'un truc qu'on a fait nous-mêmes? Ah, très mal. Moi, je suis quelqu'un, en plus, tu vois, quand je te raconte mon parcours et tout, c'est que la création, ça découle vraiment d'un besoin, d'une nécessité, d'une quelque chose de pur, en fait. Et où je mets vraiment toute mon âme. Je le fais pas parce que je veux le faire, je le fais parce que je dois le faire. Il y a un truc qui ça doit sortir. Et du coup, en fait, quand ce truc-là n'est pas... est bafoué, n'est pas reconnu. Je suis très à cheval sur le fait qu'on reconnaisse quand des gens ont composé un truc, quand des gens ont créé un truc. Je trouve que c'est important, c'est le prolongement d'eux-mêmes, c'est important. Et ça me touche particulièrement. Je pense que moi, ça me touche vraiment. Bref, et du coup, quand ce truc-là est bafoué, quand on t'évince de quelque chose auquel tu as participé, qui n'existerait pas sans ton apport à toi, sans ta patte, sans ton impulsion, sans tellement de choses finalement, ça me fait très mal. Ça me fait très mal et ça me fait découvrir des sensations où, finalement, découvrir, c'est pas le bon mot, mais ça me fait traverser des sensations dont on se protège tous, qui sont justement ces sensations de l'ordre de l'aigreur, de l'amertume. Et je déteste ça. Donc j'arrive à les mettre à distance, mais elles sont juste là, quoi. C'est-à-dire que c'est le genre de situation qui amène ça. C'est débile parce qu'en plus, si tu aimes le travail de quelqu'un, viens, tu travailles avec elle en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est beaucoup plus... Enfin, dans le business, moi je vois, c'est ça. Je vais te dire une chose, c'est marrant. Je travaille avec une créatrice d'extraits de mes podcasts que j'embrasse, qui est exceptionnelle, qui s'appelle Claire, qui fait un travail formidable sur le podcast. Et c'est ouf parce que comment je l'ai rencontrée, cette meuf, elle faisait des extraits de mon podcast qu'elle publiait sur un compte TikTok. Tu vois, elle faisait d'autres podcasts aussi, d'autres extraits de podcasts, mais il y avait le mien. Et elle faisait des centaines de milliers de vues, etc. Tu vois. Et elle générait de l'argent sur son compte TikTok parce que, bon, voilà, tu vois. Et je lui envoie un message et je lui dis, meuf, tu utilises mon podcast. Bon, en vrai, continue, mais... Enfin, continue parce qu'en fait, ça me fait de la pub gratuite, tu vois. Mais si tu veux, on bosse ensemble. Grave. Et elle m'a dit OK. Et maintenant, bien. elle bosse avec moi. On s'adore, on s'aime trop. Et genre, elle est trop forte. Elle s'occupe de toutes mes stats. Enfin, elle est incroyable. Trop bien, ouais. Et tu vois, en fait, ça, c'est une solution aux choses. Et moi, je trouve que dans le business, dans la musique, c'est pareil. C'est la même chose. Ouais. Quand tu vois que quelqu'un est bon et tu as envie de son travail, tu sens que tu as un truc, propose-tu de travailler avec lui, en fait. Carrément, c'est ça le truc. Surtout que toi, tu écris pour des artistes. Tu composes pour des artistes. T'écris des chansons extraordinaires. T'as écrit pour qui, par exemple? Bah, en vrai, j'ai pas écrit tant que ça pour d'autres. J'ai écrit pour Christophe. Ouais, bien sûr. Voilà, exactement. Mais moi, je pense que tu devrais aussi écrire... Enfin, je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui devraient te prendre en auteur, en fait, de leurs chansons. Parce que, encore une fois, tu racontes notre génération comme personne, vraiment comme aucune de tes, entre guillemets, consoeurs de ta catégorie de pop, etc. Pour moi, tu racontes les choses comme personne. Les textes que tu écris sont exceptionnels. T'es une de mes chanteuses préférées et merci pour ça. Trop plaisir, merci. Donc vraiment, travaille avec Laurie Darmon parce que, en fait, juste, elle est meilleure que les autres. Donc, c'est, voilà, tout simplement, en fait. Bah, écoute, en tout cas, ouais, c'est un truc que j'aimerais beaucoup plus développer par la suite des choses. Donc, voilà. Laurie, on va faire un dernier jeu là pour conclure ce podcast. Est-ce que tu connais le jeu de Whitney Houston? Non. Est-ce que tu connais la chanson I Will Always Love You de Whitney Houston? Tout à fait, bien sûr. Bien évidemment que tu la connais, cette chanson. Pour rappel, d'accord, on rappelle les règles de ce jeu, ok? On va mettre la chanson de Whitney Houston et il va falloir faire le gong en même temps que Whitney Houston. On va l'écouter d'abord et ensuite on le fera. Il est très très dur. And I wish you joy and happiness.
Ok. On défie toute loi de la métrique. Pourquoi Ok. elle a fait un truc aussi dur? On ne sait pas pourquoi exactement pourquoi une métrique aussi lointaine. Est-ce que tu es prête, Laurie? Oui, bien sûr. D'accord. Il va falloir que tu tapes du poing sur la table quand c'est le gong, ok? Ok. C'est parti. Wishing you joy and happiness. But above all this, I wish you love. Je suis pas loin. Je suis en avance. Pas mal, Laurie. Pas si mal. mal, quoi. Il y a même pas une seconde d'écart. Est-ce qu'on le referait pas? Moi, je pense qu'on le refait, Vas-y. ok? Mais c'était pas mal. Laurie, franchement, C'était pas si tu mal. hein. maîtrises pas mal. C'est reparti. And happiness. But above all this, I wish you love. Putain, merde. Je vais te donner, Laurie, une troisième chance. Vas-y. D'accord. Troisième chance. Troisième chance. Ça m'énerve. Tout simplement parce que on a le temps. Voilà, tout simplement, on est bien, on est avec une belle équipe. C'est reparti pour un tour. And I wish you joy and happiness. But above all this, I wish you love. Oh là là, Laurie! Laurie! Je l'ai eu. Bravo! Bravo! Là, on est tous témoins dans cette salle qu'elle est très très forte. Enfin, c'est fou de faire ça. Quel talent! J'ai eu en même temps là. Bravo, ma vie. Bravo. Vas-y. T'es la best. On va finir sur cette victoire. Tout à fait, avec plaisir. Vraiment, c'est un talent. Laurie, merci mille fois pour Merci pour ton accueil. ce podcast, pour cette heure passée ensemble. J'ai adoré. Moi Ici, aussi. on est donc, je le rappelle, dans le studio de Apple Podcast. On remercie Apple pour cette Oui, pour tout à fait. cette opportunité de tourner ici. Ils sont adorables et franchement, on a kiffé. Ouais, On a passé grave. une heure exceptionnelle Merci ensemble. pour Merci cet beaucoup. accueil, merci pour cette interview géniale. C'est trop bien de se faire interviewer par sa meilleure amie. Donc merci pour ça. Streamer Je veux et toutes à les fait. autres chansons de Laurie Darmon tout Avec de suite. plaisir. Bisous. Bisous, salut. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Si cette conversation vous a parlé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à partager. C'est la meilleure façon de soutenir le podcast et de faire vivre ces discussions. On se retrouve très vite pour une nouvelle conversation avant la fin du monde.